Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. C'est la rentrée, j'espère que vous avez été gâtés en œufs de Pâques. Vous nous avez manqué. Allez, le thème principal que nous développerons ce matin, ce sera la location immobilière. Notre expert conso Olivier Dauvert sera en plateau et il faudra tendre l'oreille à tous ses conseils. L'oreille, justement, ce sera le cœur de toutes les attentions dans notre rubrique santé. Le professeur Benoît Godet du CHU de Rennes nous dira tout sur la surdité. Nous montrons également dans la machine à remonter le temps avec cette fois une archivina quelque peu insolite, les Shadocks Pompey, vous vous en souvenez certainement. Eh bien, ce sera l'occasion d'évoquer le festival du film d'animation qui se tiendra demain à l'université Rennes 2. Et puis comme chaque mardi, nous relayerons l'appel au financement participatif d'un projet breton sur la plateforme Kengo. Cette fois, c'est l'apiculteur finistérien Denis Jaffré qui viendra nous présenter son piège à frelons asiatiques innovant car il favorise la prévention en détruisant les rennes dès le printemps. Le printemps, justement, eh bien, c'est l'époque des trocs de graines et autres salons dédiés aux fleurs. La ville de Saint-Briac accueillera Elle Vue-sur-Ver, qui est beaucoup plus qu'une fête des plantes. Ses organisateurs nous l'expliqueront. Enfin, une jeune et jolie fleur de la musique nous rejoindra. Elle s'appelle Lou et vous la découvrirez avec nous tout à l'heure. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à tous dans cette émission Ensemble c'est mieux. Comment allez-vous ? Bien. Ma foi, pas mal. Pas d'indigestion, tout va bien, pas trop de chocolat ? Non, ça va. Bon, vous êtes super raisonnable, c'est décevant. Allez, bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission sur la location immobilière ? Ça vous inspire quoi, la location immobilière ? En tant que locataire, forcément, ça m'a inspiré des choses. Et puis, on est nombreux, on n'a pas tous la chance d'être propriétaire, même si je fais des recherches. Et vous allez le confirmer, j'espère, Olivier. La Bretagne est la région qui comporte le plus de propriétaires en France. Oui, encore nous les champions, c'est super. Voilà. Donc, on n'a pas tous la chance d'être propriétaire. Et attention, je dis vraiment propriétaire, pas endetté sur 25 ans, auquel cas on est juste locataire de sa banque. Donc, voilà, des vrais propriétaires. Et on ne peut pas tout faire en tant que locataire. Ça, parfois, on l'apprend aussi. Oui. On ne peut pas tout décider de repeindre en Véranis du jour au lendemain. Ça sent le PQ, ça vous l'avez fait ? Non, ça. non, j'ai pas fait. Parce que je me suis dit que forcément, je risquerais de le regretter si tout n'était pas en Véranis ou de péter les murs, par exemple. Ça, on évite de le faire quand on est locataire, parce qu'on est censé rendre l'appartement comme on l'a reçu. C'est normal. Donc là, j'ai fait le calcul quand même, peut-être vous l'avez déjà tous fait, si j'avais gardé toutes mes années de loyer depuis que je suis locataire, qu'est-ce que j'aurais pu m'acheter ? Le château de Versailles. Le château de Versailles. Non, pas de regret, Olivier, Alors. puisque j'aurais pu m'acheter un terrain de 477 mètres carrés constructible à Lannilis dans le 29. Alors c'est très bien, plus une caravane, mais ça je le garde pour la retraite. C'est moins pratique pour le boulot. J'aurais pu acheter 3 maisons de bourg à rénover à Saint-Marc-le-Blanc dans le 35. Et puis j'aurais pu acheter à Rennes Alors, un garage ou un grand placard de 9 mètres carrés. Voilà. Donc on reverra. Je vais attendre quand même un peu avant de devenir propriétaire à Rennes. Mais voilà, vous allez nous dire, peut-être que c'est possible d'avoir un peu plus de 9 mètres carrés. On va voir ça. C'est ce qu'on va voir justement tout à l'heure avec notre expert Olivier. Allez, d'abord justement, la location immobilière. Qu'est-ce que c'est ? Bien la réponse tout de suite en images. Vous n'avez plus qu'à paraffer ici, et puis encore ici en bas de cette page, sur celle-ci, et puis encore là, signé ici. Vous êtes officiellement locataire. Avant de déballer vos cartons et de pendre votre crémaillère, parlons location immobilière. L'idée n'est pas nouvelle. On peut même dire, sans mauvais jeu de mots, que ça existe depuis un bail. Dans les cités de la Rome antique, on pouvait déjà être locataire de son appartement. Enfin ça, c'est si on n'était pas esclave. Aujourd'hui, environ 40% des Français sont locataires. Ce n'est pas rien quand même. Et pour cause, ça fait des décennies qu'on incite les Français à acheter des appartements pour les louer ensuite. Loi Sellier, loi Robien, loi Pinel, tous ces ministres ont proposé qu'en échange de l'achat d'une maison ou d'un appartement que vous mettez en location, vous payez moins d'impôts. Et l'avantage avec la location, c'est que c'est pas pour la vie. Vous pourrez toujours récupérer votre magnifique 2 pièces cuisine plus tard. En revanche, pour louer un appartement ou une maison, il y a une règle de base à respecter. C'est la durée. Écoutez bien. La durée minimale d'un bail pour un logement vide est de 3 ans. 1 an pour une location meublée. Et si vous louez à une société ou à une association, c'est carrément 6 ans. Bon, et puis maintenant qu'on a presque fini, moi je prendrais plutôt cette chambre si j'étais vous. Ouais, nous aussi, franchement, on n'a rien contre.
Olivier, vous êtes notre expert conso. On va justement se pencher sur la location immobilière. Vous allez nous passer à la moulinette des questions tout à l'heure. Pour voir si vous savez tout ce qu'il faut savoir quand on est locataire. Alors, le chiffre de locataire, on l'a dit, 40%. Il y en a en gros une grosse moitié, 22% pour être précis, qui sont locataires dans ce qu'on appelle le secteur privé. Ça veut dire qu'ils louent à des propriétaires particuliers comme vous et moi possiblement, et une petite moitié, 19%, qui sont locataires dans le secteur dit social. Ça veut dire que le propriétaire de leur logement est une institution, un organisme, c'est ce qu'on appelle couramment les HLM, les habitations à loyer modéré. Le point commun de tous ces locataires, qu'ils soient dans le secteur social ou privé, c'est qu'ils rêvent tous ou presque, à 90% d'entre eux, de devenir propriétaires. Comme vous, Catherine, tout à l'heure, vous nous l'avez dit. Mais avant de devenir propriétaire, ils sont locataires. Ce qu'il faut savoir quand on est locataire, c'est parti. Première question que je vous pose, c'est un vrai ou faux pour démarrer. Les loyers sont encadrés, vrai ou faux? Pas partout, en fait. Pas de partout. Je vais même vous dire nulle part. Comme ça le mérite d'être simple. Alors, il y a bien eu une tentative. Il y a une tentative. Il y a une loi de 2014 qui a voulu permettre aux villes d'encadrer les loyers. Il y a 2 villes qui ont voulu le faire, Paris et Lille, mais leurs arrêtés a été cassés par le tribunal administratif parce que pour le coup, ce n'est pas légal de contraindre quelqu'un qui a un bien à le louer à un prix fixé à l'avance, en tous les cas dont le maximum est fixé. Donc pour le moment, non, les loyers ne sont pas encadrés. En revanche, l'évolution des loyers est organisée. Il y a ce qu'on appelle un index, pour être précis, de référence sur le prix des loyers fixé par l'INSEE, donc qui permet au propriétaire de calculer l'inflation qu'il va mettre sur votre logement. Mais en tant que tel, les loyers ne sont pas encadrés. Deuxième question. Un propriétaire peut fixer librement, donc non pas le montant du loyer, mais le dépôt de garantie, ce qu'on appelle la caution, c'est-à-dire qu'il peut vous demander 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant son bon vouloir. Non. Il peut vous demander combien, Catherine? 1 mois. Alors, il peut vous demander 1 mois maximum dans un logement vide, 2 mois dans un logement meublé, parce que la probabilité que vous détruisiez ce qui vous a mis en location est plus forte dans du meublé parce qu'il y a ces meubles. Donc voilà, 2 mois. Et donc, quand une agence immobilière vous demande plusieurs mois de dépôt de garantie, c'est illégal. Après, vous avez le droit de l'accepter, mais elle n'a pas le droit de vous l'imposer. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'un propriétaire peut vous interdire d'avoir des animaux? Vous êtes sûr de ça? Professeur Godet, est-ce que vous savez la réponse? Non, je ne sais pas du tout. Non, Alors, c'est dire oui, moi. Ouais, alors, c'est un oui et non, mais c'est majoritairement non quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas vous interdire d'avoir des animaux tant que vous assurez la jouissance paisible, c'est comme ça que c'est écrit. Oui, la jouissance paisible, je vous laisse tout imaginer. Voilà, des lieux et de l'immeuble, bien évidemment. Il y a une exception, ce sont les chiens de première catégorie, les chiens d'attaque, les pitbulls, qui, eux, pour le coup, si le propriétaire vous dit qu'il n'en veut pas, vous êtes contraint de ne pas avoir ce genre d'animaux. Mais pour le reste, vous faites à peu près ce que vous voulez dans le cadre de la paisibilité dont je vous ai parlé. Les agences immobilières, à présent, parce que c'est souvent par eux que ceux qui sont locataires passent, est-ce que le montant de leurs honoraires est libre ou encadré? Il me semble qu'il y a une différence entre résidence principale et résidence secondaire. Alors, c'est plus une différence en fonction des zones. On a des zones qu'on appelle tendues, où en gros l'immobilier est très contraint parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Donc, en gros, le montant des honoraires, ça va entre 8 et 12 euros du mètre carré. Dans l'Ouest, c'est majoritairement 8 euros parce qu'on n'est pas dans des zones tendues. Ça veut dire que si vous louez un logement de 50 mètres carrés, le montant des honoraires maximum de l'agence sera 50 mètres carrés multiplié par 8 égale 400 euros. Donc si on vous demande plus que 400 euros de frais, d'honoraires de l'agence, c'est illégal. Par contre, ce qui est légal, c'est que l'agence vous fasse payer le prix de l'état des lieux, ce qui veut dire que ça va venir se rajouter en plus des honoraires, même si on peut considérer que l'état des lieux, c'est un peu consubstantiel de la location, parce qu'une location sans état des lieux, ça n'existe pas. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un état des lieux avec votre agence immobilière. Vous pouvez venir avec votre huissier. En général, on est rarement copains avec son huissier, mais ça peut arriver. Vous venez avec votre huissier et vous ferez l'état des lieux. Ça ne pose pas de problème. Toujours l'agence immobilière. Toujours l'agence immobilière. Catherine, vous qui êtes locataire. Est-ce qu'elle vous a demandé, et est-ce qu'elle aurait le droit de le faire, comme document, puisque Dieu sait qu'ils en demandent des documents, un extrait de casier judiciaire pour s'assurer de votre bonne moralité? Alors, ils ne l'ont pas fait. Ah, parce que ça se voyait ou parce qu'ils n'avaient pas le droit? Je ne sais pas, je pense qu'ils avaient des doutes. Voilà, alors, ils n'ont pas le droit de vous demander un extrait de casier judiciaire, pas le droit de vous demander un RIB, pas le droit de vous demander une autorisation de prélèvement, juste une pièce d'identité, un justificatif de domicile, de travail, un contrat, une photocopie suffit, et de ressources, une photocopie de votre bulletin de salaire peut aussi suffire, mais rien d'autre. Après, vous avez le droit, encore une fois, de leur donner, mais ils n'ont pas le droit de vous l'exiger. Et puis enfin, est-ce que le propriétaire peut avoir un double des clés de votre appartement?
Oui, normalement. Il a le droit, mais par contre, il a interdiction formelle de rentrer, Oui. même en cas d'urgence. Ça veut dire qu'un dégât des eaux subi, il doit d'abord vous trouver. S'il habite par exemple en dessous et qu'il sent de l'eau, il ne peut pas monter tout seul. Il doit vous demander l'autorisation de pénétrer dans le logement, puisque c'est vous qui en avez la jouissance. Encore une fois, c'est ce fameux terme. C'est vous qui utilisez le bien qu'il vous a confié en location, donc vous ne pouvez pas y rentrer. Vous voyez. Et petite devinette, pour terminer, Allez. vous avez 400 € de loyer par mois. Voilà. Vous avez combien de mètres carrés à Rennes avec ça en moyenne? Admettons. On n'a plus rien à Rennes. On n'a plus Vous rien. avez 33 mètres carrés quand même. quand même. Mais si vous allez à Brest, vous avez 44 mètres carrés. Ah ouais. Si vous avez à Loudéac, Brest. vous avez 50 mètres carrés. Et restez bien en Bretagne, parce qu'à Paris, pour ce même prix, vous n'aurez que 13 mètres carrés. On n'est quand même pas si mal. Elle est peut-être vue Tour Eiffel, on ne sait jamais, en montant sur la cuvette des Là, dans toilettes, ces cas-là, peut-être. vous aurez 2 mètres carrés, si c'est du Tour Eiffel. Parce que c'était une moyenne. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Allez, je vous propose maintenant qu'on retrouve Karl dans une résidence locative à vocation sociale. On regarde tout de suite. À vous, Karl. Bonjour Marie-Angélique. Bonjour. Nous sommes ici à la résidence Habitat Jeune de Bourg-l'Évêque, à Rennes. C'est quoi? Alors, c'est une résidence sociale qui accueille et accompagne les jeunes entre 16 et 30 ans. Et ces jeunes, en fait, s'inscrivent dans un parcours professionnel. Alors, en l'occurrence, un parcours professionnel, lequel, comment, pourquoi? Alors, ces jeunes, pour pouvoir intégrer nos résidences, doivent être en fait en insertion professionnelle, donc D'accord. c'est-à-dire soit en études, soit en apprentissage, Oui. ou alors en recherche d'emploi ou en formation. C'est-à-dire que s'ils travaillent vraiment, ça ne s'adresse pas à eux. Si, ils peuvent. Ça Ah. peut être aussi des salariés d'accord. également qui peuvent intégrer nos résidences. Quels sont les avantages d'être dans cette résidence particulière plutôt que dans une location classique? Alors ici, l'avantage, c'est qu'on est plusieurs en fait à travailler. Donc il y a plusieurs services, notamment une équipe d'intervenants sociaux Oui. qui accompagnent les jeunes en fonction de leurs besoins. Ça peut être quoi, ces besoins? Donc ça peut être par exemple au niveau administratif, des démarches au niveau administratif. Ça peut être également une recherche de logement extérieur parce que notre projet en fait à nous, c'est quand même d'accompagner les jeunes vers un logement autonome par la suite. En fait, ici, le foyer est vraiment un tremplin. Et du coup, ça peut être différent, en fait, un accompagnement différent en fonction du besoin du jeune. Donc ça peut être aussi au niveau de la santé, au niveau du budget. Est-ce qu'il y a une durée limite de cette location? Est-ce qu'il y a un moment où ça doit se terminer? Alors en moyenne, c'est 2 ans à peu près. D'accord. Donc, généralement, les jeunes restent 2 ans. Des fois, ça peut être un peu moins aussi, en fonction en fait, du parcours du jeune. Ces logements, ils sont tous les mêmes ou il y en a des plus ou moins grands? Ça se passe comment? Alors, on a plusieurs types de logements. On a des logements chambres classiques, à peu près sur du 11 mètres carrés, voire 14 mètres carrés. Donc Sinon- l'équivalent d'un studio, d'un petit studio? Ouais. Alors, c'est juste une chambre. C'est juste une chambre. C'est juste une chambre avec une douche et un WC à part, en fait, une salle d'eau. Donc, pour ces logements-là, il y a des cuisines collectives. Et sinon, nous avons des studios. Il y a combien de logements en tout? Notre parc constitue à peu près 700 logements. Ah oui, donc ça fait quand même pas mal de... Oui, Pas mal de logements. Tout à fait. Dans ces foyers, est-ce qu'il y a des activités communes, des locaux communs avec des activités qu'on peut faire ensemble? Oui, tout à fait. Il y a les espaces en fait collectifs. Donc, par exemple, là, nous nous trouvons dans un espace collectif où nous avons une télé, un espace de billard, baby-foot, où les jeunes peuvent y accéder comme ils veulent. Il y a également les cuisines collectives et puis les extérieurs, si on a des extérieurs sur les structures. Et au niveau des animations, en fait, donc on propose des animations, donc une à plusieurs fois par semaine. Et là, ça varie en fonction des demandes des jeunes. Très bien. Les choses sont claires. Merci Marie-Angélique. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, vous le savez aujourd'hui, nous parlons de la location immobilière. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. On va pour l'instant évoquer votre santé, comme chaque mardi. Avec vous, professeur Godet, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes chef du service ORL du CHU de Rennes. Est-ce que d'abord vous pouvez nous définir la surdité, parce que c'est le thème du jour. Comment peut-on la définir Alors, la surdité, c'est le fait que notre système auditif ne soit pas capable de capter de façon correcte les sons. Et avec des conséquences en termes de communication qui peuvent être très invalidantes. Alors la surdité, en fait, c'est un ensemble de situations qui peuvent être très diverses. On a parfois des surdités qui peuvent être très légères, des surdités qui peuvent être plus importantes, voire des surdités qui peuvent être complètes.
Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la possibilité de proposer à toutes les personnes qui sont gênées des solutions et des solutions satisfaisantes pour permettre une communication normale, quel que soit le niveau de surdité, même parfois lorsque c'est une surdité profonde, voire complète. Donc ça donne beaucoup d'espoir. En fait, vous avez des solutions aujourd'hui, plus personne ne reste dans le silence complet. En fait, exactement. Lorsque la surdité est partielle, on a la possibilité de mettre une prothèse auditive. C'est un système qui va capter le son, qui va l'amplifier, qui va l'envoyer au niveau de notre oreille pour qu'elle le perçoive de façon meilleure. Et lorsque la surdité est complète et que l'oreille n'a plus la capacité de percevoir un son amplifié, eh bien, nous avons la possibilité de mettre chirurgicalement des implants auditifs qui vont se connecter sur la terminaison nerveuse du nerf de l'audition et permettre de restimuler les voies auditives et de permettre une communication correcte. La surdité touche-t-elle une classe d'âge plus qu'une autre? Parce qu'on a toujours tendance à imaginer qu'évidemment c'est les personnes plus âgées, mais ce n'est pas forcément vrai. Alors, en fait, la surdité peut apparaître dès la naissance. Et dans cette situation, il est très important de la prendre en charge très rapidement, car notre cerveau, lui, va se constituer, va se former grâce aux informations qu'on apporte. Et si on n'apporte pas rapidement les informations sensorielles lorsqu'elles sont déficientes, eh bien, le cerveau se construit différemment. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place le dépistage de la surdité depuis 2012 sur l'ensemble du territoire français pour pouvoir en prendre en charge rapidement ces enfants. Et puis la surdité peut apparaître également chez les personnes âgées. C'est une situation qui est très fréquente. Il faut savoir que la surdité est le handicap pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est le 3e handicap le plus important après les douleurs chroniques et après la perte de mobilité. Et donc c'est vraiment une situation extrêmement fréquente qu'on doit arriver à prendre en charge. Et très invalidante. Alors il y a également des freins à l'appareillage. C'était important pour vous de le signaler? Bien sûr, oui. Le premier frein, il est psychologique. Alors ce qu'on explique aux patients, c'est que les prothèses auditives ont fait beaucoup de progrès. On a des systèmes qui sont maintenant performants, beaucoup plus discrets qu'auparavant. Et l'appareillage n'est pas lié à la vieillesse, puisqu'on a des nouveau-nés qu'on appareille, des jeunes, des enfants, des jeunes adultes. Et ce côté psychologique, bien sûr, est aujourd'hui un frein qu'on doit arriver à lever. Et puis le deuxième frein qu'on a actuellement, c'est un frein qui est financier. Donc nous sommes très attentifs aux projets qui sont aujourd'hui sur la table, sur la prise en charge des prothèses auditives, qui devraient évoluer, en tout cas si les projets aboutissent, à une prise en charge en totalité, avec reste à charge zéro pour les patients qui auront une mutuelle. Donc on espère que ces projets vont aboutir, ce qui serait une très bonne chose pour les patients malentendants. Ça coûte combien à l'heure actuelle une prothèse en moyenne? Une prothèse coûte entre 1000 et 1500 euros, voire beaucoup plus si on souhaite des systèmes très miniaturisés et très fréquents. Et c'est vrai que la prise en charge de la sécurité sociale est malheureusement à ce jour très faible. Mais on espère des progrès dans les années à venir. Donc on va suivre de près l'évolution législative. On n'a pas parlé des jeunes encore, enfin des adolescents, parce qu'ils sont particulièrement exposés avec les écouteurs peut-être et un temps d'écoute qui s'allonge. C'est vrai que ça fait beaucoup de débat. Le spécialiste que vous êtes en pense quoi? Est-ce que ce sont vos futurs patients de manière un peu accélérée, on va dire? Ce qui est le plus toxique pour l'oreille, c'est le bruit trop fort. Ouais. Si vous êtes exposé à des bruits de machines-outils, comme les outils de jardinage, de bricolage, il faut protéger vos oreilles avec un casque. Ça coûte pas cher du tout, vous savez ça dans tous les magasins de bricolage. Et si on est exposé à de la musique amplifiée trop forte, eh bien on a des systèmes de bouchons qui sont tout à fait efficaces. Donc bien sûr, il ne faut pas se limiter à écouter de la musique. La musique est quelque chose de très important. Vous nous rassurez, parce que Lou qui va être là tout à l'heure va plus qu'adoucir les mœurs, et on utilise la musique également pour soigner les gens. Donc il faut continuer d'écouter de la musique. Le fait d'avoir des écouteurs n'est absolument pas un problème. Le problème, c'est l'amplification, le niveau de sortie de ces dispositifs. Et si on met le son trop fort, là, ça devient dangereux. Donc il faut rester raisonnable. Exactement, mais il ne faut pas interdire aux jeunes, c'est peut-être un petit peu agaçant qu'ils aient leur casque toute la journée sur les oreilles, mais ce n'est pas quelque chose de dangereux dès lors que le volume sonore est raisonnable. Peut-être ils font ça aussi pour ne pas entendre leurs parents aussi, les jeunes. Voilà. C'est l'avantage des prothèses. D'ailleurs, ma mamie en avait une, elle se débranchait très souvent. Je pense que c'était plus par confort qu'un oubli réel, mais oui, s'il y en a un.
Et auquel cas, c'est plus à la famille de résoudre le problème Ah qu'au oui, médecin. c'est vrai. Bon, effectivement. Merci beaucoup. Allez, notre thème du jour, c'est la location immobilière. Eh bien, on va faire un zoom sur le volet social en la matière avec le bail solidaire. C'est un reportage tourné en Bretagne par Paco Lemat et Karine Andouche. Elsa Bénard va devenir propriétaire en décembre 2021. Pour l'instant, son appartement n'est qu'un chantier, mais elle s'y voit déjà. L'endroit est génial, l'endroit est rêvé, c'est la nature, c'est le centre-ville juste là. Dans sa main, le plan de son futur T5. Un duplex de 110 mètres carrés avec une grande terrasse, le tout pour 240 000 €, un prix inespéré. Complètement inespéré. Le prix, oui voilà c'est ça, c'est le prix, la superficie, la situation du logement. Un appartement neuf, 40% en dessous du prix du marché, grâce au bail solidaire. Le principe est simple, la ville possède le terrain et il ne reste que l'appartement à payer. À Rennes, le prix moyen est d'environ 3 600 € du mètre carré. Avec le bail solidaire, il passe à 2 200 €. Les postulants devront payer en plus un loyer de 7,50 € par mois et répondre à des conditions de ressources. Pas plus de 36 500 nets par an, soit 3 000 € par mois pour un couple avec un enfant. Elsa Bénard, elle, a 2 enfants. Elle a déposé un dossier, il a été retenu. Alors nous sommes 4, donc mon conjoint et moi-même et nos 2 enfants de 6 et 2 ans. Nous gagnons entre 3 000 et 3 500 € par mois à 2. Aujourd'hui, le couple loue un appartement de 70 mètres carrés, 850 €. Pour un crédit de ce montant, il ne pourrait emprunter que 250 000 €, insuffisant pour espérer acheter plus grand. On a vite compris que c'était complètement hors budget, parce qu'on avait besoin d'une chambre de plus pour accueillir les grands-parents et pour travailler. Et c'était complètement hors budget, donc c'est quelque chose qui était complètement inaccessible pour nous et inespéré. Ils sont 28 propriétaires à bénéficier sur ce projet d'un bail solidaire. Il y avait 40 candidats, le choix final s'est fait par tirage au sort. Vivian Charles est l'un des chanceux. À 26 ans, pour lui, un premier investissement qui a ses limites. L'inconvénient, c'est que vous allez acheter cet appartement à ce prix-là, vous allez le revendre à ce prix-là. Alors après, c'est un outil anti-spéculatif. C'est aussi dans l'intérêt de tout le monde en fin de compte. Parce que du coup, ce logement-là, je vais devoir le revendre à quelqu'un qui a les mêmes conditions de revenus que moi. Le bail solidaire doit répondre à 2 exigences. Améliorer la mixité sociale et lutter contre la spéculation immobilière. Rennes, c'est une ville très attractive. Et donc, si on laisse faire les seules règles du marché, on aurait une explosion des prix, tout simplement par la rencontre de l'offre et de la demande. La ville de Rennes a une population qui augmente de 2000 habitants par an. Chaque année, 300 logements neufs seront proposés à l'achat avec le dispositif de bail solidaire. Voilà un zoom sur le bail solidaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier ? Ça inspire en fait que dans le prix du logement en France, il y a 2 choses. Il y a le bâti et le foncier. Et que c'est la somme des 2 qui crée cette inflation terrible, qui exclut une partie d'entre nous de l'accès à la propriété. Et que dès lors qu'on met le foncier de côté, c'est ce qui se passe, puisque le terrain n'est pas la propriété de celui qui achète l'appartement, ça rend la douloureuse moins douloureuse. Et finalement, c'est quand même pas plus mal. Puis alors, il y a ces histoires de garantie, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Ça devient quand même très compliqué. Et oui, on a souvent besoin de garanties. Alors, est-ce qu'il faut un lien de famille, par exemple, entre le cautionné et le cautionneur? La réponse, elle est non. Ce qui fait une garantie aux yeux de celui qui la demande, c'est pas le lien qui unit avec le locataire, c'est sa capacité, le moment venu, à payer. Donc, vous pouvez être sans lien de près ou de loin avec celui que vous cautionnez. Si vous êtes riche, il aura son logement. C'est un peu simpliste, mais c'est quand même ça l'idée. Merci beaucoup, Olivier. On va évoquer maintenant le cinéma avec vous, Jean-Baptiste Massuet. Vous êtes maître de conférences en études cinématographiques à l'université Rennes 2. Et ce matin, vous avez choisi de nous présenter une célèbre série, Les Shadocks. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est une série assez formidable qui a été diffusée, qui a commencé à être diffusée en 68. Une série qui nous raconte donc l'histoire d'animaux bizarres que tout le monde connaît à présent, donc les fameux Shadoks, avec ses
forme d'oiseaux très particuliers. Et puis les gibis, donc leurs adversaires avec leur chapeau melon, qui ont un plan, c'est effectivement d'aller sur Terre et de conquérir la Terre, puisque leurs planètes respectives ne fonctionnent pas bien. On verra sans doute le premier épisode donc tout à l'heure pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça ressemblait. Alors, ce qui était intéressant avec cette série, c'est que c'était une série feuilletonesque, ce qui était assez rare à l'époque. C'est-à-dire que dans le domaine de l'animation notamment, c'était une série produite pour la télévision en animation, ce qui était déjà assez rare. Et donc à chaque fin d'épisode, il y avait un cliffhanger, donc un suspense de fin d'épisode, ce qui donnait envie aux spectateurs de voir la suite le lendemain. Alors c'est une série qui était en plus particulière en un sens, c'est qu'elle était diffusée juste après le journal de 20h, à 20h30, ce qui fait que les spectateurs étaient vraiment devant leur télévision, puisque le journal de 20h, c'était la grand-messe, bien sûr, à cette époque, et donc tous les spectateurs étaient devant leur poste et découvraient les Shadocks, et ils n'avaient presque pas le choix, j'ai envie de dire, de découvrir cette série, ce qui a posé plusieurs problèmes, puisque c'était une série extrêmement subversive pour l'époque, dans ce qu'elle présentait, notamment les personnages des Shadocks, qui étaient les héros, mais qui étaient des personnages méchants, cruels, bêtes, et les gibis qui étaient extrêmement bien élevés. Et c'est vrai que dans la figure des gibis avec leur chapeau melon, évidemment, on reconnaît les Anglais. Gibi, c'est les initiales, évidemment, GB dans Grande-Bretagne. Et donc, évidemment, on se doute que les Shadocks renvoient aux Français. Et donc, il y avait un côté qui était très provocateur, évidemment, à l'époque. Et donc, les spectateurs étaient extrêmement en colère, la plupart d'entre eux, puisque la France a été divisée en deux. C'est un peu quelque chose qui est nommé la bataille des Shadocks. Exactement. Après l'affaire Dreyfus. C'est ça. Mais une affaire qui a été assez conséquente, puisqu'il y a près de 5000 courriers qui ont été envoyés à l'ORTF à l'époque. Il y a 1500 courriers qui ont été conservés en l'occurrence, et ces courriers, c'était des courriers d'insultes qui disaient que c'était inadmissible de passer des choses pareilles à la télévision, que c'était moche, que c'était mal dessiné, que c'était bête, etc. Et puis il y avait les défenseurs qui disaient non, c'est une série intéressante, nous, nos enfants, ils adorent ça, et notamment Yvonne de Gaulle, qui était fan et qui disait que ses enfants adoraient les Shadocks, et donc il fallait continuer à diffuser cette série. Bon, on la regarde, on la regarde tout de suite, cette archive INA. Allez, c'est parti, les Shadocks. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les gibis. Voici un gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadocks de deux sortes. Des Shadocks avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète, et des Shadocks avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadocks qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadocks. Les Shadocks et les gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent, les uns et les autres, d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Nous
avons un fan des Shadocks. Sur ce plateau, c'est Benoît Godet. Vous adoriez cette série? Oui, j'adore. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette série? C'est le côté enfantin, le côté très drôle, l'humour des fois un petit peu... L'humour british, en fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a de ça, ouais. Alors, revenons, Jean-Baptiste, sur les origines de la production de la série. C'est un peu particulier. C'est très étrange, en fait. On a complètement oublié cette période, puisque en 1960, en fait, à l'ARTF, à l'époque, qui est devenu l'ORTF en 64, il y avait ce qu'on appelait le service de la recherche, qui était donc un service public, et qui était chargé, en fait, de faire des expériences sur l'image et sur les sons. C'est un service qui a été fondé par un certain Pierre Schaeffer, qui était un polytechnicien, qui se considérait lui-même comme ingénieur, pas du tout comme artiste, alors que pourtant, il travaillait dans la musique concrète, il faisait beaucoup d'expériences assez intéressantes à ce niveau-là. Et dans ce service recherche, donc, l'idée, c'était de produire des formes un peu innovantes, un peu particulières, avec des formes parfois souvent abstraites. Oui, souvent abstraites même, assez peu narratives. Et ce qui était étonnant, c'est que c'était des films qui passaient à la télévision. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut plus du tout imaginer à l'heure actuelle, bien sûr, puisque le service a disparu en 1974, au moment, évidemment, de l'éclatement de l'ORTF, qui a conduit à la mise en concurrence des chaînes. Et à partir de ce moment-là, des formes un peu expérimentales, ça ne fonctionnait plus du tout, évidemment. Mais pendant plus d'une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, des expériences qu'on va d'ailleurs donner l'occasion de découvrir dès demain lors du festival du film d'animation de Rennes, qui commence donc demain à l'université Rennes 2, puisque dans la salle du Tambour, à la sortie du métro Villejean, on va diffuser demain matin à 10h une dizaine de films produits par le service de la recherche à l'époque, qu'on va commenter en compagnie d'un professeur de l'université d'Amiens, qui s'appelle Sébastien Denis, qui est un spécialiste de ces questions, qui est un spécialiste des Shadocks, qui a publié un ouvrage sur les Shadocks récemment, et qui va venir nous parler de tout cela. Donc on va diffuser trois épisodes des Shadocks, et puis des films un peu expérimentaux, qui montrent un peu toute la gamme des possibilités de la télévision de l'époque. Ce qui est assez formidable, c'est de découvrir qu'on pouvait faire ça à la télévision. Il fut un temps. Très bien, voilà. J'en connais un qui va annuler tous ses rendez-vous de demain matin. Monsieur, le professeur Godet sera absent demain entre 10h et midi à peu près, ne soyez pas étonnés. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Ça ne sert à rien de leur dire parce qu'ils n'entendent pas, c'est pas sûr. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Allez, merci beaucoup professeur Godet, merci Olivier et merci Jean-Baptiste. On va tout de suite nous intéresser à un apiculteur breton qui a été récompensé par le concours Les Piles. C'est une magnifique consécration pour Denis Jaffré qui nous rejoindra dans quelques instants sur ce plateau. Il est l'inventeur d'un piège à frelons asiatiques. Florence Malézieux et Gwenaël Bron l'avaient rencontré au moment où il a reçu le prix du concours Lépine. Les pollinisateurs, si précieux pour la biodiversité, sont ainsi préservés. Le piège est aussi écologique et préventif, car il permet de capturer les reines au printemps, en tout début de la période de nidification. La lutte préventive, c'est la seule qui puisse éviter les conséquences induites par la lutte curative. La lutte curative qui coûte en France 45 millions. C'est drôle. Bienvenue. Oh, bonjour. Oh, attention, alors tout le monde est en train de s'installer, c'était un petit peu court. On a eu un petit souci sur le sujet. Ben voilà, tout le monde nous a rejoints. Alors, et on a reçu Lou qui est avec nous, Jean-Pierre Joliveau, Mélanie Toulic et puis Denis Jaffré qui va arriver de ce pas tout de suite. Alors, Denis, alors il arrive tout de suite. Bonjour Denis. Bonjour. Oh là là, nom de Dieu. Vous êtes apiculteur. Elle a peur. Vous êtes apiculteur à Locmélard dans le Finistère et vous êtes l'inventeur d'un piège à frelons asiatiques innovant. On a vu ça, quelques images à l'instant. Un piège, alors qui a quoi de particulier, dites-nous tout. Pourquoi il est innovant? Alors, il est innovant du fait qu'il calibre parfaitement les espèces. Ça, c'était quelque chose qui était totalement absent de tous les pièges qu'on a pu voir ici ou là, les fameuses bouteilles, les fameuses cloches, etc., qui n'ont rien de sélectif. Et il a la particularité aussi de bénéficier d'un appât en grande quantité et auquel les insectes qui sont attirés donc par cet appât n'ont pas accès. Et ce qui fait que c'est quelque chose de très stratégique, puisque le frelon, une fois présent à l'intérieur, comme seul lui va rester présent à l'intérieur, va mourir très rapidement du fait de son métabolisme qui va se ralentir. Et donc il va mourir très rapidement, chose que ne peuvent pas faire les autres pièges, où certains pièges nourrissent l'intéressé et en même temps, malheureusement, le gardent en vie très longtemps, en souffrance. Voilà. Alors donc il est préventif, il détruit toutes les reines dès le printemps, ça c'est aussi sa force. Pourquoi le frelon asiatique est une telle menace dans notre région?
Il n'est pas une menace que dans notre région, malheureusement. Il est partout, dans toutes les régions françaises maintenant, depuis 1 an, 2 ans. Il est présent non seulement dans toutes les régions françaises, mais aussi dans 8 à 9 pays européens. Donc voilà, c'est un problème régional, national, européen et bientôt mondial, puisque l'expansion est telle qu'on est susceptible de le retrouver aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et même en Australie, ce qui fait qu'il y a des projections qui sont faites assez sinistreuses, on va dire. Ouais. Alors cette innovation, hein, elle va coûter un peu de sous, forcément, pour être commercialisée. Le module plastique, il coûte déjà très cher, n'est-ce pas? Alors le moule de plasturgie a un coût assez important. C'est vrai que c'est la pièce maîtresse du projet. Il coûte 70 000 € quand même. Ah oui. Donc ça commence très fort. Quand on part de rien et quand on n'a absolument aucun soutien institutionnel, ni du département, ni de la région, en termes d'environnement, je parle. Pas en tant qu'entreprise innovante, parce qu'à ce niveau-là, heureusement, on a des petites aides, mais au titre de l'environnement, alors que c'est un problème et de santé publique et de préservation des pollinisateurs, de n'avoir aucune aide institutionnelle, c'est assez catastrophique. Quand on voit l'élan de générosité qui s'est exprimé il y a très peu de temps pour Notre-Dame, et que cette planète qu'on est en train de détruire progressivement, on n'arrive pas à lutter contre ces espèces invasives, de ne pas avoir de soutien, c'est assez surprenant. Alors, du soutien, mais vous en cherchez justement sur Internet. Vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Vous demandez combien? Dites-nous tout. Alors, c'est partiel, c'est-à-dire qu'on a proposé 20 000 €. C'est donc très partiel par rapport au projet initial. Mais au titre de mon apiculture, parce que vous l'avez compris, je suis donc apiculteur, et j'ai déjà dépensé 12 000 € rien que dans les préparatifs. Indépendamment de ce fameux moule de plasturgie qui coûte aussi très cher. Donc on a pensé que, en l'absence des pouvoirs publics, une petite cagnotte de ce type-là pouvait rentrer dans le cadre d'un projet tel que celui-là, d'un niveau environnemental aussi important. Eh bien, il reste une petite semaine pour participer à votre projet. Donc il faut faire vite, il faut aider absolument Denis Jaffré. Et puis vous n'avez en plus pas l'intention de vous arrêter là, c'est-à-dire que vous aimeriez travailler sur d'autres espèces invasives. Dites-nous un petit peu ce qui vous travaille là, parce que vous avez d'autres envies. C'est pas forcément des envies, mais c'est venu complètement naturellement, puisque quand on arrive à lutter avec autant d'efficacité contre une espèce, on se dit que les autres, elles ont peut-être aussi leurs points faibles. Et comme je ne suis pas un scientifique, mais avec beaucoup de notions d'environnement et de naturaliste, on arrive à trouver des solutions. Je suis déjà en train de travailler actuellement sur la chenille processionnaire du pin, qui, avec un dispositif avec des similitudes assez proches à ce premier piège, on va, je pense, aussi travailler là-dessus avec un dispositif qui ne représentera pas ce qu'on trouve à l'heure actuelle, des colliers qu'on met autour des arbres pour empêcher les chenilles de redescendre, etc. Et c'est quelque chose de beaucoup plus furtif, beaucoup plus intéressant au niveau d'une zone boisée. Il n'y aura qu'un seul dispositif, puisqu'on ne va pas lutter contre la chenille, mais ou partiellement contre la chenille, mais surtout contre l'adulte. D'accord. Alors, montrez-nous un peu votre piège à frelons, parce qu'il faut quand même qu'on voit concrètement... le piège... Comment ça fonctionne? Le piège en lui-même... Attendez, on va en faire passer peut-être un. Et il y a des frelons dans un... Il y a des frelons dans un... Là, il y a des petites bêtes, mais elles sont gentilles, elles sont gentilles. C'est bien fermé. Ça, ce sont mes captures quotidiennes, puisqu'à la maison, comme je fais des expérimentations, je ne peux pas mettre en place mon piège. Sinon, je tue toutes les rennes qui viennent dans le secteur. Je me suffis à les capturer, tout simplement, les unes après les autres. Juste hier, parce que je travaillais dans mon rucher principal, j'en ai capturé 11 dans la journée. Enfin, en 1 heure de temps, pendant mes travaux dans le rucher. Donc, le principe, très concrètement, parce qu'il nous reste assez peu de temps, expliquez-nous juste avec le petit moule comment ça fonctionne. Alors, le principe, c'est le suivant. On a un appât en quantité importante. Vous voyez, c'est du miel et de la cire. Je ne sais pas si c'est très visible. Ici, au-dessus, on a la fameuse cage de capture qui interdit, grâce à un grillage au fond, l'accès des insectes à l'appât qui est en dessous, parce que c'est superposé. Et on a nos fameux cônes ici, de filtration, qui sont calibrés au 10e de millimètre, voire même au 100e, parce que ça a été travaillé au 100e,
avec quelque chose qui va ressembler à ça. Le module, une fois terminé, en injection plastique, là c'est de l'impression 3D, mais lorsque ça va être fabriqué, on aura quelque chose qui va ressembler un tout petit peu à ça, un kit qu'il faudra clipser pour monter. Ici, vous avez un exemple de caisse en plastique. Vous pouvez très bien utiliser une caisse différente, montée par soi-même. Une caisse en bois peut suffire, etc. Donc, c'est un kit anti-frelon. Un kit anti-frelon. Et qui sera très peu cher, parce qu'il coûtera 9,60 € la paire. Et ben voilà. Donc, vous voyez, c'est très peu cher, ce qui permettra de vulgariser le dispositif. Eh bien, on espère que vous allez trouver le financement nécessaire grâce à la plateforme Kengo. Il reste donc une petite semaine pour participer au projet JAPPROD, hein, c'est bien le nom. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Merci infiniment d'être venu nous présenter ce projet. On va se tourner maintenant vers d'autres experts du jardin, dont Jean-Pierre Joliveau. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Mélanie Toulic. Vous êtes co-organisateur du festival Vue sur Vert qui va se tenir ce dimanche à Saint-Briac. Alors d'abord, dites-nous pourquoi c'est plus qu'une fête des plantes, hein, parce qu'il y en a plein en ce moment. C'est une vraie fête de village, hein, puisque ça se situe au cœur même du village de Saint-Briac. Hein. Et c'est vrai que souvent les fêtes des plantes, c'est dans des grands parcs, alors que là, pas du tout. Et c'est aussi en partenariat avec différentes associations, les commerçants. On a même des restaurants éphémères, en fin de compte, qui ferment et qui se délocalisent au niveau de la fête des plantes. Et on travaille aussi avec, par exemple, des enseignes de bricolage, de grandes enseignes, donc je ne sais pas si je peux citer. Voilà. Mais pour faire des ateliers de nichoirs. Ils ont fait d'ailleurs des ateliers aussi pour des pièges à frelons. Donc si monsieur, le planning peut correspondre dimanche, c'est avec plaisir qu'on vous accueille à Vue-sur-Vert. Voilà. Tiens donc. Comment est née cette manifestation, Jean-Pierre Joliveau? Eh bien, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et oui, en 1999, c'est monsieur Olivier Rollinger qui m'avait proposé de venir organiser le premier Vue sur Vert dans son parc au Château-Richeux. Alors vous êtes un passionné de jardin, de toute façon. Je collaborais avec Olivier Rollinger à cette époque pour son potager. Et il m'a proposé donc de venir organiser ça chez lui. On l'a fait 3 fois, en 99, 2000 et 2002. Et après, vu l'affluence et le nombre d'exposants qui progressaient, on a été obligé de délocaliser. On s'est installé ensuite à Tadin et il y a maintenant 5 ans, Mélanie m'a permis de faire renaître Vue sur Vert dans le bourg de Saint-Briac avec une nouvelle formule parce que là maintenant les entrées sont gratuites. Ça, c'est une très le bonne public peut venir évidemment déguster comme au bon vieux temps des huîtres, parce qu'on a toujours un marailleur qui est là. Ça, c'est une tradition. Un petit coup de vin blanc avec modération. Une galette saucisse, parce qu'on est en Bretagne. Ah ben voilà. Et on vient surtout maintenant voir toutes sortes d'exposants. Grâce à Mélanie, nous avons des nouvelles animations pour les enfants. Il y a une bourse d'échange de graines, de plantes. Oui, une bourse d'échange qui a été mise en place il y a quelques temps, il y a 2 ans maintenant, qui prend un petit peu de l'ampleur, qui est organisée par une des associations Briacine, où chacun peut apporter sa plante et en reprendre une autre. Oh, bah c'est sympa. Voilà, c'est un plante à plante. Il n'y a pas de concurrence avec les exposants, mais on vient avec une plante, on repart avec une plante. Ça, c'est sympa. C'est chouette, ça. Ouais, c'est très chouette. Donnant. Voilà, exactement. Et c'est une belle histoire d'amitié aussi entre Jean-Pierre et moi, puisqu'on se connaît depuis de longue date. Depuis 20 ans. C'est ça, ça ne rajeunit pas. Et on est ravis d'organiser cette animation. C'est la première manifestation à Saint-Briac de l'année, parce que Saint-Briac est une ville dynamique. Et je pense qu'elle est attendue de la plupart des habitants et bien plus encore. De pied ferme, oui. De pied ferme, oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors tous les deux, vous êtes également très sensibles à l'environnement. Et là, on va rejoindre Denis également. Est-ce que, par exemple, vous avez des ateliers sur comment faire un jardin sans pesticides ou des choses comme ça? Oui, absolument. C'est, comment s'appelle-t-elle déjà Morgane. Morgane qui va nous faire un atelier justement comme ça pendant l'exposition. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette exposition qui a lieu le dimanche est déjà ouverte, puisqu'on a au presbytère une exposition aussi autour de la nature. Oui. On a aussi, donc, comme tu l'as dit, l'atelier sur les nichoirs, et on a une diversité d'exposants absolument phénoménale, puisqu'on a uniquement, ça c'est très important à dire aussi, uniquement des producteurs. Il n'y a pas de revendeurs, ce sont que des gens, que des spécialistes. Et que des passionnés, absolument. Bien évidemment. On a des gens qui font aussi de la brocante de jardin, comme la jolie brocante fleurie de Beltane, à Tadin. On a des gens qui viennent de tout le Grand Ouest, parce qu'on a des Finistériens, on a des gens qui viennent de... Vous en aurez un, là, dimanche, peut-être. On espère bien. Du Morbihan, des producteurs de roses d'Ille-et-Vilaine, vraiment une grande et très large gamme de végétaux.
C'est une magnifique fête des plantes. Et la veille, une conférence aussi sur les agapantes. Oui. Voilà. Bon, avec ça, si on n'est pas expert au jardin, après ça, oui, on va le devenir. On va le devenir, forcément. Merci beaucoup à tous les deux. Catherine, vous irez? Merci. Oh oui, mais en plus, Tadin, c'est génial. C'est le nom sûrement le plus dramatique de Tadin. Exactement. Qu'est-ce qui se passe à Tadin? Suspense et tout. Mais là, c'est à Saint-Briac. Mais c'est vrai que Vue sur Ver a été aussi organisée à Tadin dans les années 2000. 2004, 2006, 2008, c'était à Tadin. Et après, 2015, c'est revenu à Saint-Briac. Et voilà. Et je vous avais apporté un joli bouquet de fleurs d'Enzela aussi. C'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci infiniment. On va maintenant parler de musique avec la jeune fille qui est à côté de vous. Bonjour Lou. Bonjour. Vous avez 15 ans. Vous êtes comédienne dans la série Demain nous appartient, finaliste de The Voice Kids en 2016, c'est bien ça. Et depuis, vous n'avez pas chômé parce que vous avez déjà sorti 2 albums. C'est ça. Comment on appréhende un tel succès quand on a votre âge? C'est pas si simple. C'est vrai que au début, j'appréhendais un peu. Je me disais comment ça va se passer à l'école ou même dans ma vie de tous les jours. Et en fait, ça se passe plutôt bien. J'ai toujours le même groupe d'amis dans ma famille. Ils me suivent tous. J'ai un assez grand soutien et je suis très contente parce que je pense que je suis assez bien entourée et ça se passe bien. J'espère que ça va durer encore longtemps comme ça. Alors, le mois dernier, vous avez sorti votre 2e album. Ça s'appelle Danser sur tes mots. Est-ce qu'il est dans le même esprit que le premier? Alors forcément, c'est la continuité du premier parce que je voulais quand même garder le même esprit que les personnes qui avaient aimé le premier aiment aussi le 2e. Mais forcément, je grandis, donc je voulais aussi que des personnes de mon âge puissent s'identifier aux chansons. Et c'est toujours un album pop. Toujours plein d'énergie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter justement un extrait de ce 2e album avec le single Qui pourrait. Allez, on écoute. Je ne serai plus celle qui t'a plu. Je voudrais qu'on me donne l'envie de danser, de chanter, de rêver, d'avancer vers d'autres merveilles. Qui pourrait. Je ne serai plus celle qui t'a plu. Je voudrais qu'on me donne l'envie de danser, de chanter, de rêver, d'avancer vers d'autres merveilles. Qui pourrait. C'est plein d'énergie, ça donne la pêche. Vous allez passer ça, je pense. Ça résume les préoccupations de votre âge un petit peu? On n'est plus tout à fait une petite fille. C'est ça, c'est ça. Et je voulais que les chansons, quand même, elles plaisent à un peu toutes les personnes, on va dire. Je veux mettre assez de... Enfin, c'est des chansons assez positives sur des airs légers. Et je voulais que les personnes, en écoutant l'album, passent un bon moment. Je vous confirme, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour vous, et puis des belles signatures, pas n'importe qui. Des gens comme Madame Monsieur, comme Ben Mazué, Mathieu Mendes, David Esposito. C'est quand même une sacrée reconnaissance d'avoir des pointures comme ça qui écrivent pour vous, qui composent. Je suis très contente. Je suis hyper honorée d'avoir la chance de chanter des chansons qu'ils ont écrites et composées. Et pour la plupart, j'ai pu les rencontrer. Et c'était un super bon moment. C'est des personnes assez simples. Et je pense que nos valeurs se rejoignent. Et c'est pour ça que j'aime leurs chansons. Alors, vous entretenez une relation très particulière avec vos fans. Alors, c'est peut-être votre âge qui fait ça, parce que du coup, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment une relation ultra forte, quoi. C'est vraiment beau. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous racontez un petit peu tout sur votre page Facebook, tout ça. Enfin, voilà, c'est ça, et j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vlogs pour montrer un peu les coulisses des émissions, etc. Et ça, c'est pour que les personnes se sentent un peu avec moi. J'ai envie qu'on soit assez proches. Et puis, je pense que c'est le pouvoir des réseaux sociaux, le fait de montrer un peu comment ça se passe derrière. Ça permet aux personnes de se sentir proches. Et puis, pour la plupart, c'est des petites filles ou des personnes de mon âge. Donc, c'est dans la bonne humeur, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un artiste avec lequel vous rêveriez de collaborer? Alors, il y a un grand rêve, peut-être à 15 ans, on a forcément plein de rêves, d'ailleurs même plus tard, mais à 15 ans, on en a vraiment beaucoup, je pense. Moi, ça fait quelques années que j'aimerais bien collaborer avec le chanteur Stromae. Aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids, j'avais chanté sa chanson Carmen. Et voilà, j'aime beaucoup son univers. Je trouve que c'est un artiste vraiment complet. Il est investi sur toutes les facettes de sa carrière. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, je sais que vous aimez, comme lui d'ailleurs, aussi beaucoup l'image. On sait Stromae travaille beaucoup sur ses clips. Et ça, vous aimeriez, vous, aller plus loin
dans ce domaine-là? Ouais, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Tout ce qui est cinéma, audiovisuel, c'est vrai que on va dire que j'aime bien créativité, tout ça. J'aime bien aussi danser, j'aime bien chanter, j'aime bien faire beaucoup de choses. En fait, tout ce qui touche à l'art, j'aime. Voilà. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de vous découvrir en concert très bientôt, le samedi 18 mai. Ce sera à 17h au Ponant à Passé. C'est la première fois que vous vous produisez en Bretagne? Oui, c'était la première fois aujourd'hui que je venais en Bretagne. C'est magnifique. Voilà, une jeune fille. Bienvenue chez nous. Bienvenue Vive la chez Bretagne. nous. C'est ça, la Bretagne. Alors, vous avez compris, c'est galettes, saucisses et huîtres. On est obligés. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir été à nos côtés. On arrive déjà à la fin de cette émission, ma petite Catherine. Oui. J'en avais presque oublié les frelons asiatiques. Ils sont en train de faire un somme d'ailleurs. Chapeau, bravo. C'est impressionnant. C'est beau. Merci à tous pour toute cette bonne humeur que vous nous avez apportée ce matin. On va lancer un petit appel à témoins. Vous le savez, c'est votre émission en vue justement de parler d'un thème qui vous est cher, le yoga. Eh bien, on le sait, vous êtes très nombreux à réagir sur ces thématiques-là. Si vous le pratiquez depuis de nombreuses années, eh bien, venez nous raconter les bienfaits que cela vous apporte. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran, ou bien encore vous nous appelez au 02 99 01 74 13. Vous voyez tout ça s'afficher, voilà, à l'instant. Qui pratique le yoga parmi vous? Juffet. Juffet. Ça fait du bien, ça détend en tout cas. Ça a marché parce que vous n'aviez pas l'air trop stressé à côté des frelons. Non, ça va. Ils doivent y être eux aussi. Là. Ils sont tellement au repos, ils doivent être au yoga. Oui, dis donc, ils ont l'air. On se dirait presque d'amis. Non, on ne se lie pas d'amitié avec les frelons asiatiques. On évite. Est-ce qu'on abordera aussi cette thématique des frelons sur Vie sur Mer? Oui, on a fait un atelier il y a... On a fait trois ateliers sur Saint-Briac oui. en amont de la manifestation. Oui. Parce que c'est quelque chose, en effet, qui est important à nos yeux. C'est vrai qu'il y a deux écoles aussi. C'est la destruction des nids ou justement pour détruire les rennes. On le voit de plus en plus, c'est vrai que sur Internet. Mais on a décidé quand même de faire ces ateliers-là. On trouve que c'est important au niveau des raids. Donc c'est pour ça que oui. Vous saurez qui inviter en tout cas. Pour la prochaine émission. On le sait, on a bien compris. Avec plaisir, grand plaisir. On va sur Kengo, donc il reste une semaine pour soutenir le projet. Une semaine, le projet JabProd. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, mercredi à 10h50. Nous nous intéresserons à la qualité de l'air. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.